Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci de votre patience pour ce retard que vous avez compris concerne l'objet même de notre réflexion, c'est-à-dire le fait de vivre parmi les écrans. Et donc presque tout pour l'instant semble marcher bien et donc il faut profiter pour commencer notre deuxième demi-journée. Et la première intervenante est Anna Caterina Dalmasso qui a fait son doctorat entre l'Université de Lyon 3 et l'Université de Milan et maintenant elle a une affiliation plutôt Université d'État de Milan et qui nous propose une réflexion intitulée Absence sensible, empathie et intercorporalité dès l'expérience écranique aux intelligences artificielles. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Mauro. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est l'esquisse d'un travail autour de l'entrelacement de l'expérience écranique et de l'expérience qu'on fait des intelligences artificielles. Donc c'est un peu l'ébauche d'un travail que je commence là à développer. Et je voudrais commencer en parlant d'une œuvre qui, en quelque sorte, peut me servir pour dégager certaines questions qui la sous-tendent. Il s'agit d'une œuvre de deux artistes, James Auger et Jimmy Loiseau, présentée en 2004. Il s'agit d'un dispositif expérimental appelé Interstitial Space Helmet, un casque en fibre de verre doué d'un système de captation à double sens, donc qui permet à celle ou à celui qui le porte de percevoir l'environnement extérieur au moyen d'un microphone et d'un écran LCD placé à l'intérieur de la casquette à une distance de 17 cm des yeux et simultanément de transmettre sa voix et l'image de son visage à l'extérieur grâce à un microphone et un circuit caméra-écran. Par cette œuvre, les artistes entendaient réfléchir sur la communication contemporaine en tant que médiée par la technologie et sur la manière dont la médiation numérique est venue modifier et remettre en cause l'idée d'image, de personnalité et de communication. En effet, dans un contexte où nos interactions médiées par les écrans, ce qu'on appelle le screen-based interaction, ont un rôle prépondérant, l'Internet a créé et ne cesse de créer des nouvelles formes d'interaction sociale. Interstitial Space Helmet s'interroge, je vous montre aussi un schéma de la construction du projet de ce dispositif, s'interroge sur le fait que si les communications sont de plus en plus assurées par les écrans, à l'époque de la présentation de cette œuvre, surtout via des webcams et des avatars, comme il s'agit d'une époque, disons, pré-facebookienne et pré-smartphonienne, donc il faut le souligner. Ce dispositif s'interrogeait sur la nécessité, sur le fait que la nécessité de la présence physique de l'autre semble diminuer, voire pourrait susciter une certaine malaise chez les utilisateurs d'écran à détriment des capacités d'interaction sociale avec des personnes réelles et physiques. Les utilisateurs d'écran seraient désormais plus à l'aise avec des formes d'interaction médiées par les écrans et surtout, soulignent-ils les artistes, où les modes de comportement ne sont pas réglés. Il s'agit d'un point que, comme on le sait, est aujourd'hui à la une du moment où les réseaux sociaux se confrontent aux conséquences politiques et sociales dégagées par leur plateforme, comme en témoigne le post devenu célèbre de Zuckerberg, tout comme les déclarations récentes de Twitter abordant le problème de comment imposer des règles aux usagers et de comment garantir et préserver une circulation de l'information qui soit véridique.
Or, le casque projeté par Auger et Loiseau permettait aux usagers de retrouver un mode de rencontre écranique avec leur environnement et de le généraliser. Plus précisément, le casque se propose d'explorer les effets de l'application de la relation écranique, et donc dans ce cas du circuit caméra-écran, traditionnellement appliqué à la communication à longue distance, à une expérience locale et censée être directe. Je dis censé parce que ce point est en réalité très problématique, comme on verra. Le type d'interaction donc, que les artistes envisagent comme cas limite dans ce dispositif suggère en réalité une expérience qui est aujourd'hui très répandue. Le fait d'interagir via chat avec des personnes qui se trouvent à côté de nous, d'écrire des mails à des collègues qui se trouvent à quelques mètres, de partager des matériaux précisément pendant qu'on est en présence physique avec les personnes avec qui nous avons ce commerce écranique. Donc, ce qui est intéressant dans le dispositif qui est mis en œuvre par les artistes, c'est qu'en visant à déconstruire ou à défier les nouvelles formes relationnelles qui descendent de nos rapports écraniques, ce dispositif semble présupposer une opposition nette entre une perception médiée, s'effectuant moyennant l'écran, et une perception non médiée de la réalité, réelle ou directe, celle que l'écran serait en train de menacer. Une telle opposition reste problématique et, d'un point de vue phénoménologique, se révèle inconsistante dans la mesure où, d'un côté, notre présence au monde est façonnée par le rapport à une médialité technique qui continue à empiéter sur notre perception, même quand nous ne sommes pas en train de nous servir de ces dispositifs. Et plus radicalement, parce que celle-ci se fait par le médium du corps que nous sommes. Donc, en ce sens, il n'y aurait pas de perception non médiée, ne serait-ce que parce que notre rencontre avec le monde se fait toujours par l'intermédiaire de notre expérience sensible, c'est-à-dire de notre corporéité et de son historicité aussi. Cependant, et comme toujours, je voudrais rajouter, cette œuvre, par sa présence esthético-sensible, signifie aussi bien au-delà des attentes et des propos de ceux qui l'ont conçu et permet de dégager de nombreuses questions. Interstitial Space Helmet met en évidence que l'écran s'interpose entre l'œil humain et l'environnement avec sa présence interstitielle, à la fois comme une barrière et comme une surface de communication. Dans ce dispositif, le casque évoque donc à la fois un outil de protection dès l'extérieur, mais ouvre à sa signification plus contemporaine d'accès privilégié à un monde virtuel hétérotopique, renvoyant donc plutôt au casque des viseurs de réalité virtuelle. Sa forme, son matériel, sa couleur dégagent un paysage d'exploration spatiale, un équipement d'astronaute ou scaphandre de plongeur un peu à la Jules Verne, un paysage aussi de science-fiction, quasiment le casque des Stormtroopers de Star Wars. Et en même temps, l'écran et son appareil interstitiel se protrudent comme un organe biologique. Comme un museau ou une trompe d'éléphant, en suggérant l'idée d'une protubérance ou d'une prothèse adaptative se conformant à un nouveau environnement. Encore, l'écran paraît-il un masque qui ne masque pas simplement le visage, mais aussi le monde dans son apparition et inséré comme le filtre. En ce sens, l'écran est ce qui cache, masque ou filtre l'identité et engendre un type d'interaction qui ne peut pas être comprise simplement comme une substitution de la relation de présence en chair et en os avec l'autre, car sa puissance de médiation sensible va bien au-delà. Donc, si d'un côté,
nous avons affaire avec cette opposition entre perception médiée et non médiée qui nous est présentée par cette œuvre. De l'autre côté, si l'on poursuit cette ligne de réflexion à partir de cette œuvre et du modèle que ce dispositif nous propose, il émerge une autre question fondamentale, surtout si l'on compare son fonctionnement avec nos expériences contemporaines. Donc, est-ce qu'on peut présupposer que la communication par écran se produise entre deux entités déjà constituées qui, au moyen de l'écran, entrent en relation? Il y a un dessin humoristique devenu très célèbre qui a été l'objet de plusieurs remédiations et détournements. On the internet, nobody knows you're a dog. L'écran fonctionne de plus en plus comme un masque. Et pendant des décennies, les relations écraniques ont été confrontées avec la question politique, outre que sociale, des fausses identités, des fausses profils, des fausses avatars, des vols d'identité, avec tous les risques qui descendent de cet écart entre une identité censée être réelle et une identité qui on définit comme virtuelle. Si la question qui se posait portait sur l'identité qu'on peut trouver de l'autre côté de l'écran, pour le dire, pour aller vite, aujourd'hui, cette question ne concerne plus seulement les effets de la communication par écran entre individus, qui peut s'effectuer par Skype, Second Life, les interfaces des jeux vidéo, et ainsi de suite. Car en fait, à chaque fois que nous sommes en train d'utiliser une interface écran, nous avons affaire avec des entités asubjectives. Nous entrons en relation avec des algorithmes qui, de plus en plus, deviennent indépendantes et peuvent même se autoprogrammer. Nous entrons en contact avec des intelligences artificielles toujours plus sophistiquées, qui nous observent, qui nous écoutent, qui apprennent sur nous grâce au big data et à un apprentissage dit profond, le deep learning. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, interagir avec un écran signifie désormais entrer en relation avec ces entités. Des entités qui ne sont pas constituées, mais qui se façonnent et se construisent dans la relation avec nous. Cela me faisait penser à un film que j'aime beaucoup de Chris Marker qui s'appelle Level 5 et qui posait à la fin des années 90 le problème de comment l'ordinateur, et en particulier le dispositif de jeu vidéo, pouvait devenir un médiateur et une surface de travail pour à même de recueillir, d'engendrer des pulsions, et en particulier devenir une surface d'élaboration pour le deuil et le trauma. Dans le film, la protagoniste Laura se rapportait à l'ordinateur afin de trouver, dans cet espace de relationnalité à construire, des réponses à des questions à la fois personnelles et historiques qui portaient sur les événements de la bataille d'Okinawa. Mais elle se heurtait, au bout d'un moment, aux possibilités limitées de l'intelligence informatique, au comportement rigide de l'ordinateur qui révélait son inhumanité. Donc elle s'amusait à provoquer le système opératif en lui posant des questions imprévues auxquelles l'ordinateur ne pouvait pas répondre à partir de sa structure propre. Et donc dans la fameuse scène où l'ordinateur affichait « I don't know how to Laura », qui était justement le nom de la protagoniste. Donc aujourd'hui, la relation à la machine n'est plus de 1 à 1, c'est-à-dire elle ne s'effectue plus en temps réel, ce qui bloquait jusqu'à il y a quelques années, le développement des machines intelligentes, mais prend appui sur un réseau de relations élargies et dont on ne saurait pas cerner la dimension. Donc si les effets de ce système nous inquiètent,
en raison de l'hégémonie qui affecte les rapports de force mondiaux. De l'autre côté, le rapport à l'intelligence artificielle, ce qui revient donc à notre rapport à l'écran, nous oblige à essayer de penser cet autre qui se trouve de l'autre côté de l'écran, entre guillemets, comme une entité information, un être qui prend forme dans une relation d'apprentissage et pendant qu'il ou elle entre en relation avec nous. Plus en général, l'expérience écranique nous amène à nous interroger sur la manière dont les entités de la relation autour d'une interface ne sont pas en elles déjà constituées, mais se co-constituent dans le processus de la relation. Je vais alors me concentrer justement sur ces présences écraniques dans lesquelles cet autre offline ne se donne pas ou bien se donne de manière ambiguë. Alors, pour comprendre le rapport à cette altérité, on doit penser le sensible comme ce qui compte en son sein des absences. J'ai choisi comme titre pour mon intervention « Absence sensible ». En pensant à un passage de Merleau-Ponty qui écrit dans une page de Le philosophe et son ombre, le sensible, ce ne sont pas seulement les choses, c'est aussi tout ce qui s'y dessine, même en creux, tout ce qui laisse sa trace, tout ce qui figure, même à titre d'écart, comme une certaine absence. Donc, maintenant, je veux brièvement examiner la manière dont les êtres humains ont projeté et surtout cherché à anticiper l'événement de l'intelligence artificielle et examiner la relation avec sa relation avec l'expérience écranique. Longtemps, la recherche scientifique autour de l'intelligence artificielle s'était concentrée sur la capacité de développer une machine à même de recréer de manière autonome le comportement et le mouvement humain, à savoir de recréer un substitut automouvant qui, en son autonomie, se soustrait à la volonté humaine, à même donc de performer le comportement d'un corps vécu. Cette entreprise est très ancienne et l'histoire de l'androïde remonte jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Des machines à même de bouger, de marcher, d'écrire, de jouer des instruments ont suscité l'intérêt de scientifiques, d'ingénieurs, d'inventeurs et de rois. Et la recherche autour des automates se noue à la recherche sur le fonctionnement du corps humain, conçu à son tour, à l'instar d'une machine, comme un mécanisme à l'intérieur duquel, à sa naissance, est installé un ressort invisible qui se meut jusqu'à s'arrêter par inertie, comme le suggère Léonard de Vinci, en remarquant que les automates sont pourvus d'une force vitale, d'une puissance invisible qui donne vie au mouvement de ces corps. Et donc, je voulais faire... donc, dans sa théorie des actes iconiques, Horst Bredekamp inclut les automates, les androïdes, au sein des actes iconiques schématiques, c'est-à-dire de ces images à même de créer des effets exemplaires tels à les rendre vivantes, à même de simuler une vitalité. Et c'est là, justement, en vertu de leur forme et du mouvement du corps. Donc l'image de l'automate se structure en rapport avec l'image du corps humain. Mais comme on a vu aussi, on peut dire aussi l'inverse. L'histoire du cinéma n'a pas manqué d'explorer l'idée d'un corps technologique qui vient s'animer d'un élan vital, d'une âme, d'un esprit, et donc d'un corps à même de produire un comportement humain. L'exemple fondateur qui demeure un des plus spectaculaires est certainement Metropolis de Fritz Lang, mais aussi Die Puppe de Lubitsch, tourné une dizaine d'années avant, abordait déjà cette question en explorant non seulement comment la machine pouvait se substituer au corps humain,
mais aussi le mouvement inverse, c'est-à-dire de comment l'être humain peut simuler et donc entrer dans une relation d'empathie avec le comportement de la machine. Car en effet, dans le film, ce n'est pas l'androïde à se substituer à l'être humain, mais l'inverse. Donc depuis le film de Lubitsch jusqu'au plus récent Automate, à même de réussir le test de Turing mis en scène par Ex Machina de 2015, en passant par les skin jobs de Blade Runner, la figure de l'automate, et on pourrait citer de nombreux exemples, la figure de l'automate n'a cessé de fasciner le cinéma tout au long de son histoire, et elle est entrée de droit dans l'histoire des séries télévisées avec l'univers de Westworld. Alors, dans tous ces exemples, la possibilité d'une relation d'empathie entre l'automate et l'être humain a comme son pivot la présence d'un corps à l'apparence vivant, un corps humanoïde en tant qu'il est doué de mouvement, en tant qu'il peut percevoir, sentir et remémorer. Le film de science-fiction de Jonathan Glazer, Under the Skin, tourné en 2013, est particulièrement intéressant parce qu'il semble donner une lecture phénoménologique du lien entre intersubjectivité et relation au corps. Un film qu'on pourrait définir éminemment merleau-pontsien pour la manière dont il montre de manière essentielle comment le fait même d'avoir un corps, de vivre un corps à la forme humaine, corps technologique, organique, produit comme effet une disparité interne, un écart qui engendre quelque chose comme un comportement, c'est-à-dire non pas simplement la simulation d'un mouvement ou d'un langage, dans la mesure où la structure humaine du corps que l'androïde se trouve à habiter l'inscrit dans un circuit de sensibilité partagée, dans un circuit de relations intersubjectives. Dans le film de Jonathan Glazer, dont je vais malheureusement dévoiler l'intrigue, un être à l'aspect féminin, qui pourrait être un extraterrestre ou bien un robot au service des extraterrestres ou de quelques pouvoirs obscurs, roule un camion dans une périphérie anonyme du Royaume-Uni et avec le prétexte de demander des informations sur la route, elle attrait des hommes qu'elle rencontre pour les amener dans ce repère où ils seront dissous dans une substance réfléchissante sans que des détails diégétiques ultérieurs soient dévoilés aux spectateurs. Or, au cours du film, nous assistons à la découverte progressive de ce corps de la part de ce personnage mystérieux qui est interprété par Scarlett Johansson. Un corps, celui dans lequel elle se trouve à agir et bouger en accomplissant de manière automatique ses tâches, avec lequel elle peut se regarder dans un miroir, se voir réfléchir sur sa surface, un corps qui donc a une image qui nous est restituée par les yeux des autres. Elle découvre ainsi le désir que ce corps est à même de susciter, le pouvoir de séduction dont est douée cette matière autrement inerte. Et parallèlement, elle commence à développer une capacité d'empathie vis-à-vis des êtres humains, donc c'est-à-dire de ses victimes. Et précisément vis-à-vis d'un homme au corps défiguré, souffrant en réalité d'une neurofibromatose. Donc en vertu de l'écart dont elle fait expérience, son propre corps entre en résonance avec ce corps défiguré et déformé, et elle décidera ainsi de le libérer et de s'enfuir elle-même afin de poursuivre la découverte de cette étrange humanité émergeant précisément du rapport avec ce corps où elle se trouve installée. Comme si l'intérieur et l'extérieur ne pouvaient plus rester disjoints. En cette aventure, elle sera confrontée à la violence et à l'impossibilité d'être jusqu'au bout humaine.
Et de certaine manière, c'est la découverte même de la non-humanité de son corps, l'expérience donc d'un écart irréductible, ce qui fait d'elle un être qu'on reconnaît comme humain. Elle finira par se dépouiller littéralement de cette peau qui lui donne une apparence humaine, dans une scène de sacrifice, on peut dire, qui a aussi une sorte d'unification avec la nature. Je ne dévoile pas plus que ça. On peut dire que la capacité d'empathie de cette mystérieuse figure de femme se fonde sur le corps, quoique extraterrestre ou robot, ça, on ne le sait pas à partir de l'intrigue, du moment où elle se trouve à vivre dans ce corps, elle en hérite tout le pouvoir symbolique qu'il sécrète. Cette image de corps humain va de pair avec le fait d'être engrainé sur le visible, ce qui le met en communication avec les autres corps. Ce film semble alors vouloir fonder la relation intersubjective sur l'expérience du corps, dans une manière qu'on pourrait reconduire à la lecture de Merleau-Ponty, de l'intersubjectivité, comprise comme intercorporité. Une notion qui paraît très productive afin de penser le type de relation d'empathie engendrée par la relation écranique. En premier lieu, parce que l'empathie descend, dans ce cas, non pas d'un paradigme projectif, mais du fait que le corps est engrainé sur le visible. Je ne projette pas, je cite Merleau-Ponty, je ne projette pas sur le corps d'autrui un je pense, mais j'aperçois le corps comme percevant avant de l'apercevoir comme pensant. Écrit Merleau-Ponty dans les notes de cours sur la nature. Donc le corps, en deuxième lieu, le corps, le mien et celui d'autrui, partagent la même étoffe sensible du monde. Moi et l'autre, nous sommes comme les organes d'une seule intercorporéité. C'est en vertu du commerce avec la chair de mon corps, avec son opacité et sa situation propre, que je suis déjà ouvert à la chair du monde et à la sensibilité de l'autre, dans la mesure où la réflexivité du corps me prépare à retrouver cette même réflexivité dans la chair du monde. En même temps, la compréhension merleau-pontienne de l'empathie vient court-circuiter, comme l'a remarqué Andrea Pinotti, la distinction traditionnelle entre empathie intersubjective et empathie vis-à-vis des objets inanimés. L'empathie envers l'autre être humain n'est qu'une variable particulière de mon être connecté avec une étoffe sensible. En ce sens, le corps de l'androïde n'est pas à penser simplement à partir de sa présence physique, ce qui reviendrait encore à penser le corps comme un objet, plutôt en tant qu'il se rend percevable comme une autre sensibilité. Il est intéressant de remarquer que la même année du film de Jonathan Glazer, Scarlett Johansson prête aussi sa voix au personnage de Samantha dans Her de Spike Jonze. Un film qu'on peut lire comme le pendant des explorations d'Under the Skin autour du corps. Cette fois-ci, l'identité information de cette séduisante assistante virtuelle se présente apparemment sans corps. Au moins sans un corps qu'on peut toucher, et dans le sens érotique et dans le sens positiviste de l'expression. Et pourtant, elle se présente comme une autre sensibilité. Et sa voix devient en quelque sorte le corps, ou on pourrait dire l'écran, sur lequel se condense tout le pouvoir symbolique et le désir qui se produit dans le rapport avec le personnage de Theodore Twombly, mais aussi avec les autres 641 utilisateurs du système opératif. Donc, à ce point, on peut se demander, est-ce que ce corps de l'automate, dont le cinéma a largement rêvé et ne cesse de rêver, ne renvoie-t-il au corps technologique du film lui-même ? Les rêveries du cinéma sur le corps du robot concernent en quelque sorte le corps du film lui-même.
en ce qui se présente à nous comme une perception en acte, c'est-à-dire, pour reprendre la réflexion de Vivian Sobchak, comme un corps percevant et, comme on disait hier aussi, un quasi-sujet qui nous donne à voir sa vision. Le film est, en ce sens, une présence sensible dans la mesure où ce que nous voyons à l'écran, ce n'est pas simplement le film comme objet visible, mais sa vision. Comme nous disions tout à l'heure, une autre sensibilité. C'est seulement en concevant le film comme un corps vécu qu'on peut comprendre comment nous pouvons éprouver de l'empathie et entrer en résonance émotionnelle et physique avec, par exemple, un mouvement caméra, comme nous a montré hier Vittorio Gallese. La référence à Her nous aide donc à expliciter davantage ce point, car le film de Spike Jonze met en relief de manière très puissante le fait que la forme qui a pris l'intelligence artificielle à l'époque présente est venue déplacer complètement la manière dont nous avons pu l'anticiper en anticipant la manifestation de son altérité. Alors, comment faut-il repenser cette relation écranique à une intelligence artificielle qui se présente apparemment sans corps? Comment penser notre rapport avec ces absences sensibles qui nous connaissent, qui orientent nos vies parmi les écrans, à travers les écrans? On peut dire que les rêves des androïdes ont changé. L'automate ne se présente pas comme un corps indiscernable du corps humain. Cette altérité qu'on aurait essayé de cerner, elle s'est présentée apparemment sans corps et pourtant comme duée d'une sensibilité. Ou on pourrait dire d'un regard que nous avons déjà connu dans la relation au dispositif filmique et que l'intelligence artificielle pose aujourd'hui sur nous avec un pouvoir interactif. Même le terme d'interactivité demeure problématique et est très limité parce qu'il peut décrire une interaction entre deux ou plusieurs pôles de la relation, alors que la relation écranique à l'intelligence artificielle décrit un échange complexe et impliquant des nombres massifs. Comme on disait au début, en parlant du film de Chris Marker, on peut plus parler d'une relation 1 à 1. Or, si dans le passé, la recherche autour de l'intelligence artificielle se heurtait à une limite temporelle imposée par les exigences de l'apprentissage, ce qu'on appelle aujourd'hui l'apprentissage profond, le deep learning, permet un développement rapide et la prolifération de capacités adaptatives de l'intelligence artificielle. Par deep learning, on entend un ensemble de méthodes d'apprentissage automatique élaborées grâce à des modèles algorithmiques qui ont permis des progrès importants et rapides dans l'analyse des données, dans les domaines de l'analyse sonore ou de la reconnaissance visuelle, de la reconnaissance vocale et dans le traitement automatisé du langage. Grâce à des nouveaux procédés qui permettent d'optimiser le temps de calcul et à travers l'élaboration des données massives, ces machines parviennent à nous connaître justement moyennant notre vie écranique et peuvent ainsi prévenir nos comportements et nos choix. Donc la question qui se pose est non seulement celle de comment nous entrons dans une relation d'empathie avec ces présences écraniques, que la plupart du temps demeurent inaperçus, mais aussi de si et comment eux sont à même de résonner avec nous, de capter nos attitudes et ainsi de prévenir nos désirs et nos choix. Il y a juste un exemple, là il y avait une image de Zuckerberg, il y a juste un exemple que je veux citer très vite, qui m'avait particulièrement frappée. Il s'agit d'un jeu vidéo qui a fait beaucoup parler l'année dernière, No Man's Sky, dont la particularité est de permettre l'exploration de galaxies et donc de planètes pratiquement infinies.
qui, étant pratiquement infinies, n'ont pas été projetées par des graphistes, mais ont été créées grâce à des algorithmes qui développaient de manière aléatoire en croisant des différentes caractéristiques de la planète. Et cependant, cela posait le problème de vérifier si l'environnement de ce monde alternatif serait compréhensible et même agréable pour le regard du spectateur humain. Et donc, en quelque sorte, les algorithmes mis en œuvre par cette génération procédurale du jeu vidéo ont dû se poser la question d'explorer avec les yeux d'un être humain ces environnements fictifs et que personne n'aurait jusque-là pu visiter. Justement pour en cerner l'acceptabilité pour le spectateur humain. Donc, l'apprentissage des machines se fonde sur une puissance de calcul, mais aussi sur la possibilité de croiser, réélaborer et apprendre par les expériences d'autres êtres humains grâce au big data, ce mot qu'on ne cesse de répéter, et qui est la matière de l'expérience des machines, matière de leur apprentissage, qui peut s'effectuer justement grâce à nos expériences écraniques. En ce sens, on pourrait dire que c'est à travers nos corps que les machines sont engrainées sur le visible. Donc c'est à travers nos corps que nous prêtons aux machines, à travers nos expériences et nos perceptions, que l'intelligence artificielle peut se développer comme telle, car nos corps deviennent en quelque sorte les prothèses organiques et sensibles de ces prothèses techniques. Prothèses qui, comme le souligne Mauro Carbone, aujourd'hui ne désignent plus simplement une substitution, prothèse comme ce qui sert à remplacer un organe corporel dont le fonctionnement serait compromis, mais qui désigne plutôt ce qui peut amplifier et altérer les possibilités perceptives. Voici alors que nos décisions, nos choix, nos désirs se compénètrent avec ceux de machines. En même temps, les algorithmes sont en train de se développer dans des directions quasi organiques. En fait, des recherches récentes explorent la possibilité d'implémenter des logiciels à même de s'autoprogrammer grâce justement à des algorithmes génétiques suivant un modèle évolutif. Comme il n'y a vraiment plus de temps, je vais juste terminer en donnant quelques suggestions autour du film de Werner Herzog, Lo and Behold, qui va toujours plus dans une direction d'une philosophie écran, je dirais, parce que il touche en cherchant apparemment de construire une histoire de la naissance d'Internet, touche un point qui, de manière très perçante, un lien fondamental qui nous intéresse ici, en tant qu'il établit une connexion entre la naissance d'Internet et le voir, la visibilité. Ce que Herzog semble suggérer, avec son film parfois étrange et un peu inquiétant, c'est que Internet et la diffusion des écrans numériques ont modifié une fois pour toutes notre rapport au visible. La technoculture contemporaine met l'être humain face à un nouveau défi qui implique de repenser notre rapport technoesthétique au visible, de repenser l'insertion de l'être humain dans le visible, c'est-à-dire de se penser comme toujours pris dans une trame de regard, dans le rapport avec des structures toujours information, et qui se modifient temporellement, qui, depuis quelques décennies, nous appelons le réseau. Et dont le corps n'est pas, à mon avis, comme parfois on a la tendance à craindre, en train de disparaître ou de se dématérialiser, mais est au contraire le médium fondamental de ce réseau.
Je vous remercie. Merci Anna-Caterina. C'est vraiment très fascinant et très stimulant ce que tu nous as proposé. Je vous donne la parole. Alors, Andrea Pinotti et Ruggero aussi, tu as demandé? D'accord. Merci beaucoup Anna-Caterina. Tu as opposé à un certain moment de ton intervention la perception médiée et la perception non médiée. Et à la fin, tu as parlé d'un processus à travers lequel notre corps prête aux machines la vitalité de son organicité. Donc, je me demande si ce modèle-là n'insiste un peu trop sur ce que Merleau-Ponty appellerait peut-être le primat de la perception, donc le primat d'un corps organique, un modèle dans lequel la prothèse technique arrive toujours seconde. Tu as parlé de la prothèse du corps comme primaire, on pourrait dire. Je me demande si on ne devrait pas élargir la notion de technique même. Certains anthropologues parlent du langage comme une technique. Mais le langage comme technique, ça veut dire qu'une technique qui s'enracine dans les corps organiques même. Et donc, une perspective qui ne pourrait plus parler d'une perception non médiée, parce que la médiation est la médiation technique qui est déjà enracinée dans les corps humains même. Je ne sais pas si je me suis perdu un peu ou si j'ai compris que tu partageais cette idée d'une opposition entre médiation et non médiatisation de la perception. Merci. Merci. Je te remercie beaucoup pour cette question qui me permet justement de éclaircir un petit peu ce point. Je me servais de cette œuvre, de ce casque Interstitial Space Helmet, justement pour dégager une opposition qui est souvent aussi donnée pour acquise aujourd'hui même, et que je trouve qu'il faudrait tout à fait défaire cette opposition entre médié et non médié. Et en ce sens, je suis d'accord avec cette idée de penser la relation technique comme tout à fait originaire, comme tout à fait entremêlée avec le corps, avec l'expérience esthétique. En ce sens, je crois que chez Merleau-Ponty, qui n'aborde jamais de façon directe et thématisée la question de la technique, il y a tout de même des points qui nous permettent de faire les liens entre une technicité qui serait comme originaire. Mais il faudrait certainement intégrer sa réflexion avec, par exemple, la notion de phénoménotechnique chez Bachelard, l'idée que le phénomène ne peut plus être pensé en faisant abstraction du regard que la technique médie, et ce qui n'est pas quelque chose de nouveau en réalité, mais qui peut être retracé depuis les techniques de la peinture des cavernes, par exemple. Et donc oui, je suis tout à fait d'accord avec cette perspective. Merci. Ruggero. Non, merci. Tandis que tu parlais, je pensais à un vieux slogan de la Renault, je pense, machine à vivre. Donc, c'est vraiment... Non, je me demandais si on peut considérer, à partir de ce que tu viens de dire,
qu'on puisse avoir une délégation et une protétisation de l'empathie. C'est-à-dire qu'on va déléguer à ces, entre guillemets, machines la capacité d'empathie. Et ça pourrait être intéressant même en me référant à ce que vient de dire Andrea, parce que ça voudrait dire pas seulement déécraniser les médias, mais aussi dédispositiviser les médias. Alors, c'est une partie de l'ambiance que j'habite est douée d'empathie. Il n'y a plus du dispositif, mais il y a seulement, comme dirait Bruno Latour, deux acteurs qui se rapportent les uns avec les autres. Merci. Merci pour cette question qui est très, très compliquée et je ne saurais pas te répondre de manière précise parce que c'est une question ouverte. Mais ce que tu disais me faisait penser à un épisode qu'on m'a raconté. On me racontait le fait que, en parlant de réfugiés et des personnes qui souvent arrivent donc à la frontière en Sicile, on récupère les corps des réfugiés qui meurent dans la mer. Et quelqu'un m'a raconté d'avoir vu dans un poste comment on appelle, de la police de frontières, des smartphones qui avaient été retrouvés et qui étaient donc les smartphones de personnes qui avaient perdu leur vie dans le voyage. Et on me racontait que beaucoup plus que de voir les corps non plus vivants de ces personnes, c'était la vue de ces smartphones qui avaient suscité une réaction émotionnelle très forte dans ceux qui étaient présents dans la salle. Et je ne pense pas que... Voilà, donc, j'ai pensé à cet exemple parce que je me disais... tout ça est tellement entremêlé. Donc, c'est que la relation à ces dispositifs est tellement entremêlée avec nos vies que le dispositif devient en quelque sorte le médium et la prothèse de nos expériences. Donc, voilà, je me demande si on peut maintenir complètement séparés ces deux, le dispositif avec nos expériences. Je pense qu'il faut distinguer le dispositif comme objet, comme sujet d'empathie. Alors, pardon. Non, c'est certainement. Je suis d'accord, mais il faut distinguer, je pense, le dispositif en tant qu'objet et sujet d'empathie. Quand il se déplace vers le pôle du sujet d'empathie, alors je pense que le taxe de dispositivité va disparaître. Mais c'est seulement. D'accord, je comprends. Merci. Bien, alors merci Anna Caterina aussi pour ce que tu viens de nous raconter, qui est quelque chose sur lequel notre attention devra revenir, notre réflexion devra revenir.